Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant la mise en œuvre des microcontrôleurs, on va commencer la prise en main du PIC 16F84A de la société Microchip avec une description générale qui va inclure la structure interne du PIC, son architecture interne et l'organisation de son plan mémoire. On va finir par la description d'un registre interne important, à savoir le registre statut. Alors, pour la description de la structure externe, elle va comprendre l'explication des références des PIC, c'est-à-dire les noms donnés au PIC, ainsi que la présentation du brochage du PIC 16F84. Puis, on va montrer des circuits matériels à mettre en œuvre pour pouvoir utiliser notre microcontrôleur, à savoir le circuit d'horloge et le circuit de remise à zéro. Alors, les PIC forment une famille de microcontrôleurs de la société Microchip. L'acronyme PIC, il signifie généralement Peripheral Interface Controller ou Programmable Intelligent Computer. Et ça, c'est en référence aux microcontrôleurs dont ils sont dérivés, à savoir le PIC 1650 de la société, je pense, General Instrument. Alors, pour identifier ce PIC-là, on utilise simplement sa référence, ainsi le nombre 16, qui est là, donc indique la famille du microcontrôleur. À savoir ici, c'est une famille de milieu de gamme. Donc on distingue en général pour les microcontrôleurs PIC entre plusieurs familles. Donc il y a la famille 12 qui est plus basique. Il y a aussi la famille 18, 24, 32 qui sont plus évoluées, plus développées que la famille 16. Donc après l'indication de la famille, vient ensuite une lettre. Donc cette lettre, elle va indiquer le type de la mémoire programme. Donc il y a deux cas de figure, soit la lettre F ici comme dans ce cas-là, donc la mémoire c'est une mémoire flash, soit elle est remplacée par la C, la lettre C, et dans ce cas la mémoire programme c'est une mémoire EPROM ou EEPROM, c'est-à-dire une mémoire RAM programmable effaçable électrique. Donc dans certains cas on peut ajouter la lettre L à côté du F pour indiquer s'il s'agit d'un module basse tension. Donc s'il y a le F uniquement comme c'est le cas ici, donc ça veut dire que notre microcontrôleur il sera alimenté entre 4,2 volts et 5,5. Mais si on ajoute le L, donc l'alimentation elle peut être entre 2 à 5,5 volts, donc ça veut dire avec le LF, c'est un modèle basse tension. Donc après la lettre, on trouve ensuite un nombre qui constitue la référence du PIC, c'est-à-dire ici c'est le 84A, comme on va voir après, on aura le 877 ou le 876. Donc après la référence de PIC, il y a un tiret suivi de deux chiffres, donc qui indique la fréquence d'horloge maximale que le PIC peut recevoir. Donc ici dans ce cas-là, c'est 4 MHz. Alors, comme tous les circuits intégrés, le PIC 16F84 peut se présenter sous forme d'un boîtier Dual Inline Package, qui est destiné pour les studios côté cuivre, avec perçage, pour les circuits imprimés avec perçage, donc c'est un circuit avec 18 broches. Et il y a bien sûr la version boîtier SOP, 20 broches cette fois, pour les soudures surfaciques côté composant. La différence, c'est que l'alimentation est dédoublée. Donc, le brochage qui est du PIC nous donne accès à, premièrement, son alimentation, donc ici VSS et VDD. Donc, s'il s'agit d'un simple PIC ici F, donc l'alimentation sera comprise entre 4,2 et 5,5, donc 5 volts typiques. Il y a aussi les deux broches pour l'horloge, donc oscillateur 1, oscillateur 2, pour compléter l'horloge interne du microcontrôleur. On va voir ça en détail dans quelques instants. Il y a ensuite les ports. Donc, le premier port, c'est le port A, de RA0 jusqu'à RA4. Donc, 5 broches. Et le port B, de RB0 ici, jusqu'à RB7. On remarque que certains broches, ils ont deux références, ça veut dire qu'ils auront deux rôles. Par exemple, ici, la broche RB0, elle peut être utilisée comme une broche
d'entrée-sortie, c'est-à-dire un pin d'entrée-sortie RB0 du port B, ou elle peut être utilisée comme une entrée d'interruption, comme on va voir dans la vidéo concernant les interruptions. Alors après les ports, il y a l'entrée de comptage ici, TO clock, donc c'est une entrée de comptage, c'est une deuxième fonction de la broche RA4, donc elle permet d'accéder au timer interne pour effectuer des comptages externes. Des comptages pour des événements externes. Là aussi, on va voir ça en détail quand on va attaquer la vidéo des timers. Il y a, comme j'ai dit, l'entrée interruption, qui est la deuxième fonction de l'entrée du pin RB0. Et enfin, l'entrée mClear, master clear, c'est une entrée de remise à zéro, mais pas uniquement. Donc, en mode fonctionnement normal, c'est une entrée de remise à zéro. Quand on met 0, c'est un reset. Quand on met 5 volts, exécution du programme. Mais c'est aussi une broche qui permet de switcher le pic au mode programmation, ça veut dire le mode où on va téléverser le programme dans la mémoire flash. Donc à ce moment-là, pour pouvoir téléverser le programme dans la mémoire flash interne, en utilisant RB6 et RB7, donc on va le téléverser à travers ces deux broches. Donc il faut mettre cette broche à 13 volts, donc entre 12 et 14 volts typiques. Ça, c'est le mode programmation. Et pour programmer le pic, c'est-à-dire pour téléverser notre programme dans la mémoire flash du pic, on doit tout d'abord mettre cette broche à 13 volts. On téléverse via les broches RB6 et RB7, et pour cela, on va utiliser un programmateur qui va faire ce travail-là. Et après la programmation, donc, on remet le mClear au fonctionnement normal, 0 ou 5 volts. Donc voilà pour la description du brochage. Maintenant, pour la mise en œuvre matérielle du PIC 16F84, et pas uniquement de ce PIC, pour n'importe quel microcontrôleur, pour pouvoir l'utiliser, donc, on doit tout d'abord l'alimenter, donc entre 0 et 5 volts. Et pour cela, on doit utiliser une alimentation. Donc, soit une alimentation stabilisée régulée, ou une batterie avec régulateur, donc comme le montre le schéma suivant. Donc ici, donc on va prévoir par exemple un connecteur type jack ici à l'entrée de notre carte, et un régulateur, ici un régulateur 5 volts. Ça sont des condensateurs de filtrage avec un condensateur de découplage. Donc ce petit bloc d'alimentation qu'on va insérer dans la carte permettra d'alimenter notre microcontrôleur, soit via une pile qu'on va brancher ici, soit via un transfo, par exemple, un transfo de téléphone, de PC portable, donc on pourra brancher directement sur la prise jack. Donc voilà, la première chose qu'on doit penser, c'est alimenter le microcontrôleur. Une fois le microcontrôleur alimenté, deuxième étape, c'est fixer sa fréquence de fonctionnement. Donc qu'est-ce qui permettra de la fixer? C'est un circuit d'horloge. Donc on a vu dans la structure interne du microcontrôleur qu'il y a un circuit d'horloge, on va le voir dans quelques instants. Il y a une partie du circuit d'horloge. Donc là, c'est un oscillateur type Pierce, pour ceux qui font un peu d'électronique, c'est un oscillateur type Pierce. Et qu'est-ce qu'on a intégré? On a intégré la partie amplificateur. Amplificateur inverseur, on l'a intégré à l'intérieur du pic. Et on a laissé la chaîne de réaction, ça veut dire le quadripôle passif, c'est à nous de l'ajouter depuis l'extérieur pour fixer la fréquence de notre oscillateur. Donc généralement, c'est un circuit Pierce, comme j'ai dit, donc à base de quartz ici. Donc c'est un quartz avec deux condensateurs. Et ici, c'est le schéma du datasheet. Donc j'ai pris le schéma du datasheet pour que vous verriez, vous voyez de vous-même le montage qui est proposé. Bien sûr, il y a différentes fréquences différentes fréquences de quartz qu'on peut utiliser avec les capacités correspondantes qui sont conseillées, bien sûr. Et là, ce sont les modes. Donc là, ce sont les modes qui vont être utiles pendant la programmation assembleur pour configurer notre compilateur. Donc il y a le mode LP, XT et High Speed HS. Donc par exemple, on va utiliser un quartz de 20 MHz. Donc voilà le circuit typique. On va ajouter au niveau des broches oscillateur 1, oscillateur 2, on va ajouter notre quadripôle de quartz. Donc voilà, avec deux condensateurs. Par exemple, pour 20 MHz, on va utiliser deux condensateurs de 27 picofarads. Donc voilà la deuxième étape. Première alimentée, deuxième étape l'horloge. Dernière étape pour pouvoir utiliser ce microcontrôleur, c'est un circuit de remise à zéro.
Donc, ça veut dire on va essayer de proposer le bloc de ici qui permettra la remise à zéro de notre microcontrôleur. On va distinguer deux montages en un seul. Le premier montage, il est réalisé par le condensateur, la diode et la résistance, R2. Ce petit montage-là permettra la remise à zéro initiale, à la mise sous tension. C'est-à-dire, dès qu'on met sous tension dans notre circuit, ce petit montage permettra d'assurer la mise à zéro, la remise à zéro du microcontrôleur. Comment? Donc voilà, quand on va alimenter, automatiquement, le condensateur va se charger à travers la résistance R2. Donc voilà la courbe de charge. Ça veut dire qu'à l'instant t égale à 0, on est sûr qu'on aura UC égale à 0. Et puisque UC égale à 0, Mclear sera égal à 0. Donc c'est une remise à 0 initiale. Mais cette remise à 0 ne va pas durer. Pourquoi? Parce que le condensateur va se charger au bout de quelques millisecondes. Et quand il arrivera à 5 volts, donc là, il y aura un mode d'exécution normal. Et le microcontrôleur commencera à exécuter le programme à partir d'adresse 00. Donc voilà, ça c'est la première partie réalisée à base de R2, D2, SC1. Maintenant, pendant que le microcontrôleur entre en mode d'exécution normale, c'est-à-dire il est en train d'exécuter son programme, il se peut qu'on ait besoin de remettre à zéro manuellement. Donc c'est ça le rôle du bouton poussoir BP1. Donc, par exemple, s'il se plante, ou le programme se plante, ou quelque chose comme ça, ou on désire tout simplement remettre à zéro l'exécution, on n'a qu'à appuyer sur le bouton poussoir. Donc ça, c'est une résistance pull-up de tirage. Il va jouer à ce moment-là le rôle de pull-up. Donc quand j'appuie sur le bouton poussoir, il y a la masse est des court-circuitée avec Mclear, donc elle permettra la remise à zéro. Puis on relâche le bouton poussoir pour relancer le programme à partir d'adresse 00. La diode D2, c'est une diode de protection pour permettre la décharge du condensateur en cas de quand on va couper l'alimentation. Donc voilà, donc on peut dire maintenant que notre microcontrôleur est prêt à fonctionner. Donc il suffit maintenant de brancher les ports d'entrée, le port A et le port B. Donc on va les brancher avec le système embarqué qu'on désire commander et qu'on désire superviser. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, il est valable pour n'importe quel microcontrôleur. N'importe quel microcontrôleur, on doit fixer l'alimentation, on doit proposer un circuit d'horloge et proposer un circuit de remise à zéro. Maintenant, une fois on a maîtrisé la mise en œuvre matérielle du PIC 16F84, on va passer à la description de l'architecture interne de ce dernier, qui est primordiale pour pouvoir le programmer. On va détailler ainsi le plan mémoire et les interfaces d'entrée-sortie interne et les circuits, bien sûr, internes du PIC. Donc, pour l'architecture interne, elle est minimaliste, donc, mais elle est typique d'un microcontrôleur. Donc, c'est un microcontrôleur entrée de gamme, le 16F84, il est entrée de gamme. C'est le moins cher des microcontrôleurs que je connais. Pour microchip. Donc, on retrouve la mémoire flash, donc le plan mémoire, avec la mémoire flash de 1 kg mot. Donc, c'est pas énorme. Puis, la mémoire RAM de 68 octets et la mémoire EEPROM de 64 octets. Donc, notre système minimum. La RAM pour le programme, la flash pour le programme, la RAM pour les données temporaires et le EEPROM pour les données permanentes. Donc voilà pour le plan mémoire. On retrouve le cœur, c'est-à-dire l'unité arithmétique et logique, avec un registre work de travail. Donc on va voir que toutes les opérations qui seront effectuées, on doit obligatoirement utiliser le registre work pour effectuer ces opérations. Donc on retrouve aussi une horloge. Donc là, c'est la partie horloge, la partie interne de l'horloge, ça veut dire l'amplificateur inverseur de notre oscillateur Pierce, qui doit être complété, comme on a vu, avec le quartz qu'on va brancher au niveau d'oscillateur 1, oscillateur 2. Pour le 16F84A, la fréquence maximale d'horloge, on a vu dans le datasheet, c'est 20 MHz.
Alors, il faut noter un petit truc, c'est que la fréquence de l'horloge interne de notre microcontrôleur, c'est pas la fréquence du quartz qu'on branche avec l'horloge, mais c'est la fréquence de quartz divisée par 4. Donc, ça veut dire si on branche un quartz de 4 MHz avec l'horloge du pic, donc ça veut dire que la fréquence de fonctionnement, c'est-à-dire la fréquence du cycle d'horloge, elle sera de 1 MHz, c'est-à-dire la période d'un cycle d'horloge sera égale à 1 microseconde. On retrouve aussi un timer, donc c'est un timer, TM0 8 bits, donc il va servir pour faire des temporisations et aussi pour faire le comptage des événements externes, comme des impulsions qui proviennent d'un capteur ou des trucs comme ça. Il y a aussi un chien de garde, donc un watchdog ici, qui va servir pour... lui aussi c'est un timer, mais il aura une utilisation spécifique. Donc ça permet d'éviter par exemple quand notre microcontrôleur se plante. Donc ça permet une remise à zéro logiciel du microcontrôleur en cas où ce dernier se plante. Donc je vais expliquer brièvement son rôle, mais je vais plus y revenir après. Donc le watchdog, c'est un chien qui regarde. Donc c'est exactement son rôle. Donc imaginez que vous avez un chien à la maison, et vous oubliez de le nourrir. Donc automatiquement il commence à aboyer. Donc c'est la même chose pour le watchdog d'un microcontrôleur. Donc c'est un registre. Donc logiquement on initialise avec une valeur et il commence à décrémenter, bien sûr s'il est activé. Il commence à se décrémenter à la fréquence d'horloge. Donc, et là, le programme principal qui est dans la mémoire flash, parce qu'on va voir que le programme s'exécute en boucle fermée, on doit insérer quelque part une instruction qui permettra de venir nourrir, entre guillemets, notre watchdog, c'est-à-dire elle doit venir recharger le watchdog d'une façon bouclée, de façon permanente. De telle façon que si le programme se plante quelque part, donc automatiquement on ne va plus exécuter l'instruction qui permettra de recharger le timer watchdog. Donc ça veut dire qu'il va continuer à décrémenter jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Donc à ce moment-là, il va déclencher automatiquement une remise à 0 du programme. Donc ça veut dire, une fois il est oublié, ça veut dire que le programme s'est planté. Automatiquement, quand il arrive à 0, il va permettre de remettre à 0 l'exécution. Donc le watchdog est très important quand l'application pour avoir une application qui est fiable. Alors la dernière chose qui équipe le microcontrôleur, bien sûr, et n'importe quel microcontrôleur, sont les ports d'entrée-sortie. Ici, on a deux ports. Le port A, comme on a vu avec 4 entrées-sorties, 5 entrées-sorties si on compte à 4, et le port B avec 8 entrées-sorties. Alors, maintenant, les interruptions, les sources d'interruptions, donc on sait bien que les interruptions sont le point fort d'un système microprogrammé. Donc, notre PIC 16F84 possède des interruptions internes, à savoir des interruptions qui peuvent être déclenchées par le timer et par la mémoire EEPROM, et possède aussi deux interruptions externes principales, l'une au niveau de RB0 int, comme on a vu, et l'autre au niveau des pattes RB4, RB5, RB6 et RB7. Donc on va voir, on va détailler dans la vidéo concernant les interruptions. Donc maintenant, détaillons l'organisation mémoire qu'on a vue du PIC 16F84 qui est autour donc, de deux principaux blocs mémoire. Donc il y a la mémoire programme, donc mémoire flash, la mémoire programme, et la mémoire de données. Donc, et l'idée, c'est que ces deux mémoires, chaque bloc possède son propre bus, de sorte que l'accès à chaque bloc peut être réalisé parallèlement. Donc, on peut parallèlement accéder aux instructions, en même temps accéder aux données. Donc, durant un même cycle d'horloge, ce qui permet de diminuer le temps d'exécution des instructions. Donc, la zone mémoire ici, on a vu qu'elle contient également la mémoire EEPROM, elle n'est pas représentée ici. Donc, c'est une mémoire de données, comme je dis, permanent qui est directement adressé par son propre bus. Autrement dit, donc un pointeur d'adresse indirect spécifie l'adresse de la mémoire EEPROM de données qu'on désire lire ou écrire.
Donc, les 64 octets de la mémoire EEPROM, c'est une plage entre 0 et 3F. Donc, plus de détails donc, sur cette mémoire et sur son utilisation seront abordés durant sa mise en œuvre par des exemples d'applications en langage C. On ne va pas le faire en assembleur, mais on va le faire en langage C. Maintenant, si on veut détailler la mémoire flash, donc la mémoire flash de tous les pics 16F XX dispose d'un compteur programme 13 bits. Ça veut dire qu'il peut adresser un espace mémoire de 8 kilo-octets, de 14 bits, bien sûr, donc chaque instruction sur 14 bits. Alors si on prend 8 kilos en binaire, ça fait de 000 jusqu'à 1 FFF. Donc 8 kilos, donc 13 bits. 14 bits, je m'excuse. Donc, oui, 13 bits. Donc, mais cet espace mémoire, il n'est pas adressable, c'est-à-dire tout l'espace mémoire n'est pas, donc il est disponible pour les pics 16F XX, pour tous les pics 16F. Mais pour le pic 16F 84, seuls les premiers 1 kg, parce qu'on a vu que sa mémoire flash n'a pas une taille de 8 kg ici. Il n'a pas une taille de 8 kg, il a une taille de 1 kg. C'est-à-dire seuls les premiers 1 kg mots sont physiquement implémentés pour le 16F84A. C'est-à-dire notre mémoire flash pour le 16F84A sera comprise entre l'adresse 000 et 3FF, ce qui fait 1 kg de mémoire. Alors on distingue ici dans cette mémoire deux vecteurs importants. Le vecteur reset, ça veut dire 000. N'oubliez pas, cette mémoire-là, elle contient un autre programme. Alors, c'est quoi le vecteur 0 le vecteur reset? C'est-à-dire dès qu'on commande une remise à 0, soit logiciel, soit matériel de notre microcontrôleur, automatiquement le PC va venir pointer cette adresse pour exécuter le programme à partir de l'adresse 00. C'est pour ça qu'on l'appelle vecteur reset. Donc, dès qu'il y a remise à 0, on commence à exécuter le programme à partir de l'adresse 00. Et bien sûr, il y a un deuxième vecteur qu'on va décrire après, c'est le vecteur d'interruption. Donc 004, là c'est le vecteur 004, il va indiquer l'adresse où se branchera le processeur en cas d'interruption. C'est-à-dire que s'il y a une interruption, donc automatiquement le processeur, par exemple, il est en train d'exécuter un programme ici. Quand il y a une interruption, il arrête d'exécuter le programme qu'il était en train d'exécuter et vient se brancher à l'adresse 004. Donc, la notion d'interruption, vu son importance, elle sera abordée dans une vidéo à part. Donc, comment ça marche le compteur programme? C'est pour n'importe quel système, un microcontrôleur ou un microprocesseur, on lui associe une pile, c'est-à-dire une zone mémoire RAM, pile, stack en anglais, last in, first out, c'est-à-dire la dernière adresse qui sort, c'est la première adresse qui est lue. Oh, je m'excuse. La dernière donnée qui est sauvegardée, c'est la première donnée qui est lue. Last in, first out. Donc, à la mise sous tension, qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, le programme PC, le PC, il va pointer cette adresse. Là, donc l'adresse 000, et l'instruction qui se trouve ici, va être envoyée vers le microcontrôleur pour être exécutée. Donc, il exécute cette instruction, puis il va chercher la deuxième instruction qui se trouve à l'adresse 001 en s'incrémentant. Donc le PC, il va s'incrémenter au fur et à mesure qu'on exécute le programme. Donc on parle de fonctionnement séquentiel. Sauf dans le cas où il y a un saut ou un appel de sous-programme. Donc dans ce cas-là, par exemple, on était ici en train d'exécuter notre programme principal, il y a eu un saut vers un sous-programme. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc la position courante, par exemple, il était en train d'exécuter une instruction ici, à une adresse donnée. La position courante où le PC était, elle sera sauvegardée dans la mémoire pile. Donc il va la sauvegarder ici. Après, il va venir, il va sauter. Donc il va sauter pour se brancher vers le sous-programme d'interruption. Donc le PC va sauter à l'adresse du sous-programme d'interruption. Le microcontrôleur à ce moment-là va commencer à exécuter le sous-programme d'interruption. Donc, une fois l'exécution du sous-programme est terminée,
on peut retourner au programme principal, c'est-à-dire là où il s'était arrêté dans le programme principal. Comment? Donc, en récupérant l'adresse qu'il a sauvegardée. Parce qu'avant de sauter, il a sauvegardé dans la pile l'adresse mémoire où il était branché. Donc, quand il termine le sous-programme d'interruption, il récupère l'adresse où il était dans la zone mémoire pile et se branche pour terminer. Il retourne au programme principal pour terminer ce qu'il était en train d'exécuter. Donc voilà pour la mémoire flash, un petit peu le principe d'exécution et comment fonctionne le PC pour séquencer, exécuter séquentiellement le programme. Donc le vecteur d'interruption, on va y revenir dans la vidéo concernant les interruptions. Maintenant, concernant la mémoire de données, donc elle est divisée en deux zones. D'abord, c'est une mémoire qui est de 86 octets, de 68 octets, donc voilà, donc il est adressable de 00 à 4F. Donc, mais cette zone mémoire, elle est divisée en deux zones. Donc, vous remarquez, elle est divisée en deux zones. La première zone, elle va concerner les Special Function Registres. Donc, elle commence de l'adresse 00 jusqu'à l'adresse 0B. Donc, cette zone-là contiendra les registres de configuration interne de notre microcontrôleur, donc ceux qui vont contrôler le fonctionnement des ports, le fonctionnement des interruptions, le fonctionnement des timers. Donc, on va les retrouver ici dans cette zone. Et la deuxième zone, donc la seconde zone, General Purpose Register, GPR, donc c'est la zone des registres à usage général, située à partir de l'adresse 0C. C'est-à-dire, l'utilisateur ne pourra sauvegarder ses données que dans ces zones mémoire, à partir de l'adresse 0C. C'est la zone mémoire utilisateur. Si vous avez besoin de sauvegarder des données, des valeurs de capteurs, des trucs comme ça, donc vous ne pouvez les sauvegarder qu'à partir de l'adresse 0C. Donc voilà. Donc maintenant, cette zone mémoire SFR, elle n'est pas vraiment, parce que c'est comme quelqu'un qui logiquement, la mémoire RAM, c'est pour l'utilisateur. Donc tu dois avoir la possibilité de sauvegarder n'importe où dans cette mémoire RAM. C'est comme si le processeur est venu te louer. Donc il a loué cette partie pour sa propre utilisation. Donc, mais cette partie n'est pas suffisante parce que elle contient 12 adresses. De 0 à 0B, c'est 12 adresses. C'est pas suffisant pour sauvegarder tous les registres internes de configuration. C'est pour ça que pour optimiser la zone mémoire, elle a été organisée en deux plages, deux bancs, le banc 0 et le banc 1. C'est-à-dire il y a des registres qu'on va sauvegarder dans le banc 1, il y a des registres qui vont être sauvegardés dans le banc 0 et d'autres dans le banc 1. Le principe, il est semblable à une feuille. Donc si tu as une feuille blanche et tu l'utilises, tu peux écrire dessus une page, l'écrire dessus et la jeter. Mais si tu veux l'optimiser, tu peux la retourner et écrire dans le verso, donc recto verso. Donc ça veut dire, c'est l'équivalent du recto verso d'une feuille. Page 0 et bank 1 et bank 0 et bank 1. Donc ça permet, c'est comme une feuille qu'on optimise. Donc on va écrire recto et verso. Donc la même chose ici, on va optimiser la mémoire en proposant la notion de bank, de banc. Mais là, il y a une petite limite. Par exemple, je reviens à l'exemple de la feuille. Si tu es en train de lire au verso, tu ne peux pas lire le recto de la feuille. Donc tu dois tourner la feuille pour lire ce qu'il y a derrière la feuille. Ça veut dire que les données qui sont au recto, les recto et verso ne sont pas accessibles en même temps. La même chose ici pour les banques. Par exemple, si tu es en train de travailler dans le bank 0, tu ne peux accéder qu'au registre qui existe dans ce banc. Par exemple, je veux travailler avec trice A, je dois passer au bank 1 pour travailler avec le registre trice A et le registre qui se trouve dans le bank 1. Alors, vu ce principe-là, donc, automatiquement, les registres qui sont importants, on va les retrouver au niveau des deux bancs. Donc, par exemple, le registre statut,
qui va indiquer l'état du microcontrôleur, et aussi c'est lui qui va contrôler et qui va permettre ce passage entre le banc 0 et le banc 1. Donc on va le retrouver obligatoirement au niveau des deux bancs. Il y a aussi le registre de gestion des interruptions. Et aussi, il permet la configuration des interruptions. On va le retrouver au niveau des deux bancs. Donc, mais cette notion de page, elle n'est pas valable pour l'utilisateur. Donc, le microcontrôleur, il est surnois ici, du 16F84, parce que les autres, non. Donc là, tout ce qui est au niveau du banc 1, il est mappé au niveau du banc 2. C'est-à-dire, par exemple, si tu sauvegardes une donnée à l'adresse 0C, elle est automatiquement sauvegardée à l'adresse 8C. C'est-à-dire, tu n'as pas la pause, c'est-à-dire, tu ne dédoubles pas ton espace. Lui, il peut dédoubler son espace avec, qui lui est alloué, SFR, avec la notion de bon, mais pour l'utilisateur, les données qui sont dans le banc 1, banc 0, ils sont automatiquement mappés au niveau de banc 1, donc l'utilisateur n'a définitivement accès qu'un seul banc. Donc, comme j'ai dit, donc, les registres internes de la zone mémoire SFR, donc, ils permettront la configuration du fonctionnement du microcontrôleur. Donc, par exemple, ici, au niveau du banc 1, on retrouve trice A, donc ça et trice B. Ils permettent de configurer la direction du port. Est-ce que vous voulez que le port soit en entrée ou en sortie? Le registre statut, comme j'ai dit, il permet de changer de banc, il permet de savoir l'état des opérations, de connaître l'état des résultats de certaines opérations. Le registre intcon, il permet par exemple de configurer, de tester, de valider les interruptions. Donc, mais je ne vais pas en parler maintenant. Donc, ma pédagogie, c'est que je vais reprendre les registres internes en fonction de ce que je veux configurer et de ce que je veux utiliser. Par exemple, au niveau de cette vidéo, je vais reprendre à la fin le registre statut, parce qu'il est commun à toutes les applications. Après, dans la vidéo, par exemple, concernant la configuration des ports d'entrée-sortie, je vais parler des registres qui concernent les ports d'entrée-sortie, et pas des autres. Dans la vidéo des interruptions, je vais me concentrer sur les registres qui concernent les interruptions. Et dans la vidéo du timer, je vais me concentrer sur le registre qui concerne les timers. C'est-à-dire, à la fin de toutes ces vidéos, vous pouvez alors maîtriser tous ces registres. Donc, comme j'ai dit, je vais terminer avec le registre statut, qui est important. On va le retrouver au niveau des deux bancs. Donc, on va décrire certaines bits qui sont importants. Par exemple, pour le 16F84, les deux premiers bits ne sont pas implémentés, ils sont maintenus à 0. Donc, on pourra retrouver les bits RP1 et RP pour des microcontrôleurs avec, comme le 16F877, 876, qui contiennent une mémoire, par exemple, de 4 bons au lieu de 2 bons. Donc là, on va exploiter RP1, donc ainsi de suite. Mais pour le 16F84, ces deux bits-là ne sont pas implémentés. Donc, on commencera avec RP0, le bit RP0. C'est le bit qui permettra de choisir le bon. Donc, si on met ce bit à 0, ça veut dire on est en train de travailler au niveau du bon 1. Et si on met ce bit à 1, on est en train de travailler au niveau du bon 0, du bon 1. Donc, si on met ce bit à 0, c'est-à-dire on travaille avec le bon 0, avec tous les registres du bon 0. Si on met ce bit à 1, on va travailler avec le registre du bon 1. Donc, ce sera un registre important pour passer d'un bon à l'autre. 0, c'est bon 0. 1, c'est bon 1. Maintenant, les deux bits qui suivent, le timer out, le power down. Donc là, ce sont des registres, des bits, je m'excuse, à lecture seule qui permettent d'indiquer l'état de mise sous tension ou de mode sleep, permettant la mise en veille du microcontrôleur. Donc, ils sont mis automatiquement soit à 1, soit à 0 en fonction de l'état du microcontrôleur. Le bit suivant qui est important, donc c'est le bit 0, on va beaucoup l'utiliser. C'est un flag, bit, ce sont des flags en anglais. Alors, j'aime la notation flag parce que le flag, c'est vraiment un indicateur. Parce que le flag, c'est comme un drapeau. Donc, ici, ce flag-là, il va indiquer le résultat d'une opération. Il va indiquer si le résultat d'une opération est nul. N'importe quelle opération qui est réalisée par le microcontrôleur,
si le résultat de cette opération est nul, le flag est à 1. C'est comme une lampe qui va s'allumer. Parce qu'il y a une petite confusion parfois ici. Le 0, quand le Z est égal à 0, le Z, le flag Z égale à 0, c'est-à-dire que le résultat n'est pas nul. C'est-à-dire quand le résultat est nul, on allume le flag. C'est-à-dire le 1, c'est lui qui va indiquer que le résultat d'une opération est nul. Et le deuxième autre bit qui sera beaucoup utilisé, c'est le carry, le bit retenu. C'est un bit qui va être utilisé quand on a une addition, quand on a une soustraction. Donc, par exemple, ici, l'exemple d'une addition. Donc voilà, le A, on fait l'addition de deux nombres. Il se peut que l'addition génère un query, une retenue. Alors, si on fait une addition ou une soustraction et qu'il y a une retenue qui est générée, elle est mise au niveau de ce bit. C'est-à-dire, nous, quand on programme, si on veut savoir s'il y a une retenue qui a été générée, on va lire ce bit. Si ce bit est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de retenue qui a été générée. Si ce bit il est égal à 1, ça veut dire qu'il y a une retenue qui a été générée et elle doit être prise en compte à ce moment-là. Donc là, ce sont des bits à écriture et lecture, mais en général, on peut les forcer nous-mêmes. Mais en général, c'est le microcontrôleur qui les positionne et c'est nous qui venons les tester pour savoir l'état d'un calcul réalisé par le microcontrôleur. Donc voilà pour le registre statut. Et merci encore pour toute personne qui a pris le temps de regarder cette vidéo, que j'espère était claire. Et je vous donne rendez-vous à la troisième vidéo. Cette fois, c'est toujours la prise en main du Pixels F84, mais cette fois, c'est la mise en œuvre du langage assembleur.